pense on a beaucoup de jeunes. Notre système éducatif produit des matheux, beaucoup de matheux. On le voit à travers un certain nombre de... Donc là-dessus, il faut renforcer ça. En fait, la tech, voilà, c'est de la tête. Et si on construit des bonnes têtes depuis le plus jeune âge, je pense qu'on peut accroître notre activité. Moi, je ne suis pas nécessairement un fou qui consiste à dire qu'il faut absolument donner des PC à tous les étudiants parce que c'est comme ça qu'on va le transmettre. Je pense qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Nasr Ktani, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Donc, il y a longtemps que j'avais envie de partager une conversation avec toi sur ce que tu es en train de faire en ce moment. Peut-être d'abord nous expliquer un peu qui tu es, quel est ton parcours, et ensuite nous dire pourquoi tu en es arrivé à créer Akan. Merci beaucoup pour l'invitation. Très, très honoré d'être avec toi. Par quoi commencer? Je suis un mari heureux, un papa de 3 jeunes filles qui me donnent du bonheur tous les jours. Et l'aînée commence déjà, en fait l'aînée et sa cadette travaillent déjà, la dernière étant encore dans ses études. Je suis un passionné de technologie au service de l'humain, au service de l'impact, depuis très très jeune, depuis que j'ai commencé. Cette année, je fête mes 40 ans d'expérience professionnelle, en fait, donc ça fait un peu, donc tu peux le voir. Et j'ai toujours été passionné par qu'est-ce que la technologie digitale pouvait vraiment faire pour rendre le monde meilleur. Et c'est ce qui m'a toujours animé. Alors, au début, ce n'était pas vraiment le cas. On découvre, on est ingénieur, on programme, on s'amuse, etc. Et très, très vite, j'ai compris en fait le rôle de ce que c'était, de ce que ça pouvait apporter. Et donc, j'ai essayé à chaque fois dans ma carrière, dans ce que je devais faire, de me dire à quoi ça peut servir, vraiment au sens de l'humain. Qu'est-ce que ça peut apporter dans mes différents parcours. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là. Donc, après avoir passé une carrière très, très belle, j'ai bien travaillé. J'ai travaillé dans des entreprises exceptionnelles en Europe, beaucoup d'entreprises américaines, la dernière étant Microsoft, comme tu le sais. J'ai démarré un projet entrepreneurial depuis quelques années. Et puis, voilà, donc quelque chose qui me passionne depuis très longtemps. J'avais vraiment envie de voir naître, et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail. Peut-être avant d'arriver dans le détail de ton projet actuel, je voudrais qu'on revienne un peu sur le rôle justement des acteurs de la tech, de leur façon de façonner le monde aujourd'hui, et comment ils peuvent être un peu plus utiles à la société et sur le plan sociétal, davantage que d'être utiles dans une espèce de transfiguration de ce que le monde a été. Je pense qu'il y a honnêtement, aujourd'hui, il y a une très grande dérive, une plus grande dérive. Et j'ai envie de dire quasi, peut-être même institutionnalisée, peut-être by design, de ce que peut faire la technologie et de l'usage de la technologie. Les grands de la tech aujourd'hui ne pensent pas nécessairement, malgré ce qu'ils peuvent dire, au rôle de la tech dans la transformation du monde ou dans l'impact qu'elle peut avoir sur la société, sur l'humain, etc. On a une dérive qui a commencé il y a quelques années, qui est beaucoup plus visible aujourd'hui, puisqu'on la voit, sur purement les bénéfices, sur purement même la création de choses qui sont addictives, qui ne sont pas nécessairement dans l'intérêt de la société, qui peuvent avoir des impacts environnementaux dangereux, l'usage de la technologie pour des moyens létaux, dans la guerre de plus en plus, ou qui vont
à l'encontre de l'intérêt de l'humain. On le voit de plus en plus. Donc il y a un dérapage, parce qu'il y a des acteurs qui, pour eux, la seule chose qui compte, en fait, dans l'usage de la tech, c'est de gagner de l'argent, c'est plus de pouvoir, etc. Et pas nécessairement comment on peut l'utiliser au service de la société, au service de l'humain, au service d'un meilleur environnement pour vivre. Il y a ce dérapage qui m'inquiète et qui est devenu quasi, j'ai envie de dire, assumé par certains, décomplexé, et même s'ils peuvent nous raconter une autre histoire, en réalité, c'est pas tout à fait. Et ça, c'est très inquiétant. On n'a plus de sens. On a perdu le sens. Et justement, quand on s'aperçoit que les principaux acteurs de la tech sont plus puissants que des États eux-mêmes, Absolument. À ton avis, ça peut aller jusqu'où cette affaire? On a eu ça dans le passé. On a eu des épisodes identiques dans le passé. On a eu des grands manias, que ce soit dans le monde du pétrole ou dans le monde de la finance, qui, à un moment donné, les États, en tout cas aux États-Unis, ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas durer. Et donc, il y a eu des politiques publiques qui ont démantelé ces puissances, d'une certaine manière, jusqu'à un certain niveau. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un dérapage, surtout sur la tech, et en particulier américaine, parce que finalement, c'est là où, dans d'autres pays, on n'a pas ça. C'est vraiment une concentration de pouvoir et de puissance chez quelques acteurs de la tech. On ne parle même pas d'une dizaine, en fait, quelques-uns qu'on connaît, et qui aujourd'hui, du fait de la logique dans laquelle tout ça s'est installé, peuvent décider de financer tel ou tel président, de financer telle ou telle action politique, de prendre telle ou telle décision. Et ce qui est très surprenant, en fait, ce qui est quasi, de mon point de vue, encore plus grave, c'est qu'ils continuent à faire des acquisitions de sociétés technologiques pour continuer à concentrer du pouvoir et pour lesquels ils ont des accords des différentes autorités, sans qu'il y ait même de discussion. C'est-à-dire que la concentration de pouvoir continue aux yeux de tous et n'est pas uniquement commerciale, elle est aussi par l'acquisition d'autres sociétés qui peuvent leur faire de l'ombre et qui peuvent les déranger, et c'est OK. C'est accepté par la réglementation. Je pense qu'il y a un moment donné où le régulateur, parce que l'État doit avoir ce rôle-là, et on ne peut pas accepter que des sociétés puissent, ou des personnes, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là qui s'installe, puissent avoir autant de contrôle, autant de puissance. Alors c'est vrai que quand on regarde, beaucoup d'entre eux en dehors d'être dans la tech, ils sont aussi dans les pouvoirs médiatiques, parce qu'ils ont fait des acquisitions de sociétés, de médias, etc. Et donc ça pose un vrai sujet de mon point de vue, de l'évolution de la démocratie, de ce qu'on a envie de voir. Et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Est-ce qu'on peut aussi dire, à décharge, que la technologie permet aussi des avancées majeures au niveau de la santé, au niveau de l'éducation? Quel est ton regard là-dessus? Puisque, comme tu le sais, aujourd'hui, l'éducation, on peut la massifier grâce à la technologie, on peut la rendre accessible, la médecine également, on peut anticiper davantage les maladies, mieux comprendre les maladies. C'est le côté positif des choses. Bien sûr, il y a le côté négatif, mais déjà, quelle lecture on peut avoir de ce côté positif et comment on peut le vulgariser, justement? Non, mais tu as raison. En fait, la technologie, elle est au service de tous les secteurs. Les technologies digitales, et pas que digitales d'ailleurs, elles sont vraiment, peuvent être utilisées dans tous les secteurs. Et en particulier dans des secteurs tels que la santé, tels que l'éducation, tels que l'environnement, tels que l'amélioration des services aux citoyens, etc. Donc il y a des vrais... la recherche scientifique et tout. Donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Là où j'ai plus de mal, c'est que ce n'est pas nécessairement ce qui est fait. C'est-à-dire que les dépenses de recherche qui sont faites aujourd'hui, les dépenses de développement qui sont faites aujourd'hui dans ces secteurs sont nettement inférieures à ce qui est fait dans d'autres secteurs. Si je prends, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment,
et son impact sur la santé, c'est très très bien, effectivement, elle aura de grands impacts sur la santé, on peut revenir dessus. La réalité, c'est qu'on dépense beaucoup plus en IA sur des sujets de marketing, sur des sujets de, de faire en sorte de créer plus de choses addictives, sur des sujets de publicité, sur des sujets ailleurs, mais qui ne sont pas sur la santé. Si je regarde, ce n'est pas là où il y a le plus gros des gros budgets de la recherche, en tout cas par les grands de la tech. Alors que c'est là qu'ils ont du pouvoir, ils peuvent, là, ils ont la possibilité, et c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'il y a un discours, en tout cas chez les grands de la tech, qui est autour de on va sauver le monde, on va créer, etc. Mais dans la réalité, des faits, ce n'est pas là que sont les budgets de développement, ils sont ailleurs. Alors effectivement, il y a peut-être des sociétés qui sont dans la santé, qui font ces recherches, ou dans la recherche médicale, etc., qui font ça, mais ils ne sont pas nécessairement, ce n'est pas là où les grands, qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aujourd'hui, quand on regarde les investissements qu'ils font, qui se comptent par des centaines de milliards de dollars, c'est quand même incroyable, ils ne vont pas dans la santé, dans l'éducation, dans l'amélioration des services, etc. C'est pas là que ça soit. Quel rôle devrait jouer notre pays dans cette dynamique technologique, sachant quand même que nous avons pris un certain retard ou un retard certain, et que cet environnement technologique est inéluctable pour tous les pays du monde, puisque c'est une ère nouvelle. Est-ce qu'on investit suffisamment? Qu'est-ce qu'il nous manque pour ne pas accroître le retard que nous avons déjà? Qu'on ait un retard, certes, sur un certain nombre de sujets, qu'on ne soit pas capable de le rattraper, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'on peut rattraper, en tout cas dans certains domaines. Et il faut choisir les domaines sur lesquels on veut rattraper le retard. Parce qu'il ne faut pas se disperser. Mais ça passe par des volontés de politique publique, et donc de l'investissement, de l'attraction d'autres investisseurs qui viendraient dans notre pays pour pouvoir accélérer cette transformation. Il y a des sujets sur lesquels aujourd'hui on peut être très bon, et on est très bon. Les sujets liés à l'humain. Je pense qu'on a beaucoup de jeunes. Notre système éducatif produit des matheux, beaucoup de matheux, on le voit à travers un certain nombre de... Donc là-dessus, il faut renforcer ça. Parce que finalement, la tech, à part les terres rares sur lesquelles il y a de la bataille, en fait, la tech, c'est de la tête. Et si on construit des bonnes têtes depuis le plus jeune âge, je pense qu'on peut accroître notre attractivité, et puis accroître notre capacité à bénéficier de ce monde-là et à se développer dans ce monde-là. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est vraiment le sujet de la formation, des compétences, du développement, et pas que les jeunes, c'est vraiment à tous les âges et tout. Il y a un effort massif à faire là-dessus, le gouvernement le fait, et je pense mais ce n'est pas que le gouvernement qui doit le faire. Je pense que vraiment, pour moi, c'est un effort collectif. C'est-à-dire que les sociétés doivent développer les compétences de leurs salariés, etc. C'est vraiment un effort national. Il y a un deuxième sujet, qui est le sujet de la recherche. Je pense que ce domaine-là nécessite aussi qu'on ait des politiques publiques en matière de recherche et développement. Parce qu'on n'est qu'au début, on n'est pas à la fin, en termes de ce qu'on est capable de faire avec ces technologies-là. Et donc, il y a un travail de fond à faire pour développer davantage, faire de plus en plus de recherche. Par exemple, sur les sujets de l'intelligence artificielle, le gouvernement a annoncé une stratégie récemment qui est une bonne stratégie, parce qu'on crée des centres de recherche, etc. Et c'est une bonne chose. Il faut aller plus loin. Moi, j'aimerais bien voir de la recherche faite aussi par nos grandes entreprises, par nos startups, etc. Donc, un écosystème de recherche beaucoup plus développé, parce que là, c'est là que ça va se passer. Et puis, il faut peut-être choisir ses batailles. Et ces batailles passent peut-être par se focaliser sur des secteurs stratégiques. C'est là où on revient peut-être se focaliser sur la santé, parce qu'in fine, on ne va pas faire de la tech pour la tech, on va faire la tech au service de quelque chose. Donc on peut se focaliser sur des sujets stratégiques, la santé, l'éducation,
la sécurité, la justice, l'agriculture, qui est un vrai sujet pour nous, et les problématiques environnementales, énergie, eau, etc. Donc il faut choisir ses batailles. Et je pense que c'est là où on peut se différencier et le faire pas uniquement pour nous, mais le faire dans un sens où on peut produire de la tech qui peut être exportée, mise à disposition d'autres pays qui peuvent l'utiliser. Et là, on rentre dans une vraie économie digitale, c'est-à-dire que créatrice de valeur et d'export. Donc on a notre part à jouer. Je voudrais challenger quelque chose que tu as exprimé, qui, sur le principe, on peut être d'accord de dire que la technologie, c'est d'abord du capital humain, on est bien d'accord. Mais comme, quand tout le monde s'accorde à dire que notre système éducatif a failli, tu semblais dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une bonne dynamique, que le gouvernement a pris les choses en main, alors que ce sujet particulièrement de l'éducation, de la formation, est une tare que nous portons depuis des années. Oui, Donc, quelle est la révolution déjà à faire ici pour pouvoir s'en sortir? Notre système éducatif a failli depuis des années. By design ou pas, ce n'est pas le sujet. Et je pense que ça doit être une priorité nationale. Maintenant, moi, je ne suis pas un expert de l'éducation, donc je ne peux pas venir là et donner des leçons à... Je fais simplement un constat, je le regarde, et je dis, il a failli. Il doit y avoir des choses à faire. D'abord, ne pas en faire un sujet politique ou de parti politique. C'est un sujet national, c'est un sujet d'enjeu national, c'est un sujet de souveraineté nationale, et ce n'est pas un sujet de parti ou de machin. Et c'est un sujet sur lequel on doit avoir des stratégies sur la durée, mais qui soient suffisamment agiles pour qu'on puisse les adapter, et c'est hyper important. Voilà, c'est quelques sujets. Le deuxième, c'est que on doit probablement aussi réfléchir à notre système éducatif à l'aube de quel est le rôle de l'école et de l'enseignant, etc., etc. Moi, je ne suis pas nécessairement un fou qui consiste à dire qu'il faut absolument donner des PC à tous les étudiants parce que c'est comme ça qu'on va le transmettre. Je pense qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Et on a vu qu'il y a eu des gâchis avec les étudiants qui, dès qu'ils prennent un PC ou autre, on a des sujets là-dessus. Mais je pense que ce qui est important, ce n'est pas simplement d'apprendre à nos élèves les skills du type les maths, l'histoire, apprendre de manière, tu vois, réciter des choses. Ouais. Mais peut-être qu'on a d'autres compétences qu'on doit aussi apprendre à nos élèves. Des compétences de comment apprendre, de comment se comporter, de comment faire de la recherche, comment poser des questions, comment juger des choses, comment prioriser, comment travailler en équipe. Il y a tellement d'autres sujets qui vont être les sujets de demain. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes en train d'entrer dans une ère où une grande partie de l'expertise, elle est à disposition sur un téléphone dans une IA. Et donc c'est pas cette expertise qu'on va rechercher. Enfin, on n'a pas besoin de nécessairement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas former les jeunes aux maths, etc. Au contraire, il faut les former. Mais il faut aussi qu'on commence à former dans un mindset qui est d'apprendre à critiquer, à challenger, à poser les bonnes questions, à formuler les bons problèmes, à analyser, à discerner le vrai du faux. C'est les vrais sujets de demain. C'est pas, de mon point de vue, c'est ce que je vois. Et donc, on ne peut pas simplement former en ignorant ce qui se passe dans le monde et on continue à former de la même manière que ce qu'on a fait il y a 100 ans. L'école, elle est toujours la même, etc. Ça n'a pas de sens. Il y a une profonde réforme à faire là-dessus. Et c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut qu'à chaque fois qu'on soit dans l'éducation, on le fasse à l'aube de ce qui est en train de se passer. On peut pas l'ignorer. Je prends un exemple très simple. Prenez un
un médecin aujourd'hui qui n'a pas encore commencé à faire ses études de médecine. D'accord ? Il va passer le bac. Allez, prenons, on va passer le bac. Dans 10 ans ou dans 12 ans, il va être médecin spécialiste. Est-ce que la technologie qu'il va utiliser de la santé, dans 12 ans, va être celle qu'il va apprendre aujourd'hui à l'école quand il va rentrer? La réponse est clairement non. Et donc, comment est-ce qu'on forme nos médecins de demain? Dans ce monde-là, et on sait qu'il va avancer à une vitesse incroyable en matière d'intelligence artificielle, en matière de radiologie, en matière de diagnostic, en matière de robotique médicale, d'opération, etc. On ne peut pas ignorer ce qui est en train de se passer. Et je ne parle pas des informaticiens, là, je parle des médecins. Ce sera la même chose pour nos avocats, qui doivent se projeter dans un cadre où la tech va façonner la manière de faire leur travail, la manière de lire la loi, la manière de porter des investigations quand il y a des sujets, etc. Donc, et on peut prendre n'importe quel métier dans ce sens. Donc il y a de vrais sujets de réforme de la manière dont, en fait, ces technologies vont révolutionner le monde et comment nous, on va former nos différents métiers, nos différents élèves à grandir là-dedans. C'est un sujet. Je n'ai pas de réponse personnellement, mais je pose les questions autour de ça. Clairement, nous rentrons dans cette ère nouvelle où, effectivement, on ne connaît pas la destination. Évidemment, avec la technologie, l'IA, etc. En même temps, tu as tout à l'heure, au début de ton propos, tu as interrogé quelque chose sur laquelle je voudrais revenir. Est-ce que, aujourd'hui, la liberté de créer, d'entreprendre, est-elle antinomique avec, quand même, la régulation et l'éthique? Parce que là, l'IA nous pose cette question-là. Puisque l'Europe a essayé de mettre en place un Digital Act, etc., IA Act et compagnie. Mais aujourd'hui, d'un côté, tu as les uns, notamment les géants de la tech, qui, eux, veulent un chèque en blanc. Et de l'autre côté, il faut un minimum d'éthique pour continuer à faire société ensemble à l'ère des médias sociaux, des fake news, des deepfakes, des trucs. Quelle est ta lecture, toi aussi? Parce que tu es quand même un expert. Tu as travaillé chez Microsoft avant, etc. Tu connais bien ces questions-là. Cette question d'éthique, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, mais je ne sais pas si... c'est un mot tellement galvaudé. Et l'éthique de A n'est pas l'éthique de B. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand on utilise le mot éthique, les Américains, les Marocains... Ils mettent le même contenu. Les Saoudiens, les Pakistanais, et les Chinois mettent le même contenu derrière le mot. Le mot est... Voilà. Comme des mots tels que démocratie. Tout ça, c'est des mots valises. Voilà, c'est des mots... Ouais. Okay. Je pense qu'il faut être un peu plus précis pour dire vraiment qu'est-ce qu'on entend par ça. Et c'est pas nécessairement... Il n'y a pas une définition commune. Et c'est très... Et c'est important parce que quand on utilise des mots qui ne sont pas bien définis dans différentes cultures, finalement, on a du mal à se parler. Si je m'assois à parler avec un Américain, lui parle d'éthique, moi je parle d'éthique, puis on a un gap, parce qu'on ne parle pas de la même chose. On utilise les mêmes mots, mais ils n'ont pas la même définition derrière. Donc c'est pour ça que j'évite d'utiliser ces mots, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Je les comprends dans ma culture marocaine, musulmane, mais c'est difficile de le décrire dans une culture qui n'est pas musulmane, ou dans une culture... C'est pour ça que je ne sais pas répondre à cette question, mais c'est l'angle auquel je regarde. Maintenant, si je le prends du point de vue purement humaniste, qui est peut-être quelque chose qui nous permet d'avoir un dialogue, qui est de dire finalement comment mettre la tech au service de l'humain et non pas contre l'humain. Ça, on peut peut-être s'entendre. Là, peut-être, et encore, je ne suis pas un philosophe là-dessus, mais peut-être qu'on peut se dire, OK, si le rôle finalement de ce qu'on fait, de ce qu'on construit, reste à chaque fois de se dire comment est-ce qu'on garde le cap qui est de mettre l'humain au centre et pas nécessairement l'économie au centre comme prioritaire, etc., mais l'humain. Peut-être que là, on peut avoir un cadre d'échange, mais c'est très difficile parce que certains, comme je le disais au début, ils s'en fichent. En fait, ce qui les intéresse, c'est le... Et je peux le comprendre pour un entrepreneur.
Un entrepreneur, ce qu'il veut, c'est générer du chiffre, faire de la croissance, gagner des parts de marché, se différencier, etc. Mais je pense profondément qu'on ne peut pas le faire en, à tout prix. Très bien. On ne doit pas le faire à tout prix, en tout cas. Et c'est là où le régulateur peut jouer un rôle. Le régulateur peut jouer un rôle en disant, mais même le régulateur aujourd'hui a du mal à jouer ce rôle. Alors justement, on voit bien que cette IA, cette technologie en général, permet de faire des choses positives et donc a un impact, d'où ton initiative à Cannes. Donc comment est venue l'idée, pourquoi et où en es-tu aujourd'hui? Avant de répondre à ça, je pense qu'il y a quelque chose d'important que je voudrais dire, mais pour continuer sur la discussion. En fait, finalement, les technologies, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, comme on l'a dit, c'est quand on fait de l'IA, il y a ceux qui font de l'IA générale, qui fait plein de choses, mais la réalité de là où on va voir les gains et l'impact, c'est quand on va l'appliquer à quelque chose. On va l'appliquer à la finance, on va l'appliquer à la santé, on va l'appliquer à l'éducation. Je pense que c'est très, très important. Et je prends toujours cet exemple de dire, regarde, tu prends n'importe quelle technologie. Allez, l'électricité, production électrique. À partir de la production électrique, il y a des gens qui ont dit, ah bah tiens, je vais fabriquer des caméras, je vais fabriquer, d'autres ont fabriqué des frigos, d'autres ont fabriqué des voitures électriques, etc. etc. Je prends le frigo. Qui est-ce qui gagne dans cette chaîne de valeur? Donc vous avez le producteur d'électricité et vous avez le producteur de frigo. Qui est-ce qui gagne dans cette chaîne de valeur, d'après toi? L'électricité. Ni l'électricité, ni le producteur de frigo. Celui qui permet de le remplir. Celui qui remplit de le remplir. Parce que l'enjeu, il est celui-là. Et donc, aujourd'hui, on est dans cette logique. C'est de se poser la question. Effectivement, j'ai de la tech, j'ai de l'IA, mais qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est là où il y a de la valeur. La vraie création de valeur à grande échelle, elle est importante. Alors, effectivement, il y a celui qui contrôle. Celui qui a l'énergie, celui qui a l'électricité, il a le contrôle. Mais la réalité, il a un contrôle qui devient demain, et dans le cas d'électricité, on le sait, il est régulé, il est sous contrôle, etc. Là où il y a de l'innovation, là où il y a de la création de valeur, c'est dans les chaînes supérieures. Et effectivement, c'est dans celui qui remplit le frigo tous les jours, tous les mois, et qui a intérêt. On doit raisonner de cette manière. En fait, tu convoques ici la question de l'usage. De l'usage. Et donc, alors l'idée à Cannes, c'est quelque chose qui est né il y a très longtemps dans ma tête. Quand j'étais chez Microsoft, j'ai beaucoup travaillé dans un programme avec des startups. On avait mis en place un programme à l'époque qui s'appelait For Africa. Et à l'intérieur, il y avait le sujet de l'innovation, de la start-up, etc. Et pour une raison très simple, qui est celle-là. C'est-à-dire que Microsoft était une plateforme technologique. Et je me suis rendu compte de ça en essayant de comprendre vraiment, à un moment donné, quelle était la différence entre Microsoft fondamentalement et les autres acteurs de la tech. Et ce que beaucoup de gens n'avaient pas vu, c'est que finalement Microsoft est une plateforme qui permet à des centaines de milliers de partenaires de Microsoft de se développer, de former, de créer des logiciels, etc., etc. Et finalement, ils continuent à faire la même chose. C'est vraiment une plateforme. Et ceux qui profitent de cette plateforme sont les gens qui développent des logiciels, etc., en particulier l'émergence des startups. Pourquoi il y a eu une émergence des startups? Parce qu'on parle des startups, c'est très récent, les startups, finalement. Qu'est-ce qui a fait que les startups soient nées? Les startups sont nées de la naissance du cloud. Il faut le rappeler. Avant, c'était très difficile pour une startup de naître. Aujourd'hui, les startups naissent très facilement parce qu'ils ont accès à des ressources de calcul, d'innovation, etc., à très, 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 très grande échelle, à très faible coût. Alors après, elles deviennent captives. Mais au début,
leur naissance est exceptionnelle. Quand on parle d'OpenAI, OpenAI n'aurait pas pu exister sans cloud. Ce qui a fait, c'est le cloud. S'ils devaient investir dans les data centers, ils ne seraient jamais démarrés. Donc c'est ce qui leur a permis de démarrer et de concurrencer des Google, etc., très très vite. Et toutes les dizaines de milliers de startups dans le monde fonctionnent de cette manière. Et donc j'ai vécu cette chose-là. Quand on a commencé à faire le cloud, on s'est dit c'est la quête d'innovation, on va chercher des startups pour faire en sorte... Et j'ai découvert le monde de la startup, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, parce que moi j'étais un salarié, mais un entrepreneur à chaque fois. Mais je n'étais pas vraiment entrepreneur dans l'âme. Moi, je ne le suis pas. Mais j'ai rencontré des entrepreneurs. J'ai vu les difficultés qu'ils avaient, j'ai vu leurs enjeux. Et puis, est née l'idée de dire... Et quand j'ai quitté Microsoft, j'ai eu énormément d'entrepreneurs qui me demandaient du mentoring, du coaching, aide-moi, machin, des questions. Et donc j'étais là, je me suis retrouvé à aider spontanément, bénévolement, des entrepreneurs. Et j'ai rencontré différents types d'entrepreneurs, pas que dans la tech. Et c'est ça qui m'a... J'ai rencontré les startups, d'accord, et puis j'ai rencontré l'entrepreneur lambda, normal, qui n'est pas dans la tech et qui est beaucoup de notre pays, en fait, qui est le cœur de notre pays. Sur peut-être 1000 entrepreneurs, il y a peut-être une dizaine de startups et tout le reste, c'est les entrepreneurs de tous les jours. Et avec les mêmes discussions, les mêmes problématiques, des problématiques d'accès au marché, des problématiques d'accompagnement, des problématiques de financement, des problématiques d'expertise sur des sujets X ou Y, que ce soit de la fiscalité, que ce soit tout un tas de sujets de business model. En fait, je me suis rendu compte que finalement, quelque chose que j'ai l'habitude de dire, mais tu vas tout de suite le comprendre. En fait, une entreprise, quel que soit son niveau de sophistication, que ce soit une TPE ou même un auto-entrepreneur et jusqu'à très très grande entreprise, on a toujours besoin des mêmes choses. On a besoin d'accompagnement. Alors les grands, ils ont les moyens d'appeler les grands cabinets, machin, ils les payent et puis ils font l'accompagnement. On a besoin d'argent. Les grands, ils vont à la bourse, ils vont faire des emprunts obligataires et autres. Et ils ont accès au marché du financement. Et puis, ils ont besoin de ressources, donc ils vont recruter parce qu'ils ont les moyens de les payer et tout. Donc finalement, ça ne change pas. Les mêmes problèmes à des échelles différentes. Et donc la question était pour moi, comment je peux contribuer pour les petits qui n'ont pas ça. C'est de là est née l'idée. Mais at scale, parce que moi je sais faire que de la tech, c'est tout ce que je sais faire. Et donc est venue cette idée de se dire, et si on construisait une plateforme digitale qui permettait de transformer ça, de dire, dans cette plateforme, un entrepreneur, quel qu'il soit, pourrait demain, alors ça peut être une coopérative, ça peut être une association, ça peut être un entrepreneur social, ça peut être une TPE, ça peut être un start-up, peu importe, un entrepreneur qui a un projet entrepreneurial, comment peut-on faire pour lui mettre sur une plateforme digitale accès à des ressources humaines, des mentors, des experts qui peuvent l'aider, accès à du financement s'il veut se financer, accès à des ressources digitales, de l'apprentissage ou des choses telles que des outils digitaux pour lui faciliter de faire du travail, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Et le financement est important. Et comme je ne suis pas une banque, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut changer ça. Et effectivement, il existe un business model qui existe ailleurs, qui a été importé au Maroc, qui est le crowdfunding, le financement par la foule. Et donc, on a mis en place une plateforme qui permettait de faire de l'accompagnement et de faire du financement par le crowdfunding. Voilà, c'est ça le cheminement qui a amené à ça. Mais la logique qui a présidé à ça, c'est de dire comment j'accompagne un entrepreneur à réussir. Et je lui donne une série d'outils. S'il n'a pas besoin de financement, il a besoin que d'accéder à un expert, il le trouvera. S'il a besoin de financement, c'est ça son sujet, il faut qu'il vienne le demander. Quel est le crowdfunding. Le projet le plus significatif aujourd'hui que la plateforme accompagne? Il y a un projet que j'adore personnellement parce qu'il représente vraiment ce qu'on a envie de faire. Donc on a
on a des dizaines de milliers d'agriculteurs dans notre pays qui ont des petites superficies, moins de 5 hectares. Et pour beaucoup de ces entrepreneurs, de ces agriculteurs, entrepreneurs agricoles, ils ont du mal à trouver de l'argent pour cultiver leurs terres. Et des fois, ils doivent arbitrer entre l'argent que j'ai, est-ce que je le mets dans la terre, ou est-ce que je vais financer, je ne sais pas moi, les chaussures de mon enfant qui doit aller à l'école. C'est vraiment, des fois, ça se joue à ça. Et donc, une jeune fille est venue nous voir, elle a un projet magnifique, ça s'appelle Wasset. En fait, le projet, c'est quoi? Elle joue le rôle d'agrégateur pour ses agriculteurs. C'est une jeune fille, trentaine d'années, absolument brillante et incroyable. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle est avec des agriculteurs, elle vérifie qu'ils ont la terre, etc. Donc, elle fait un travail de priorisation, de due diligence sur les agriculteurs. Et l'idée, c'est que elle va financer les intrants agricoles pour eux. Donc, au lieu de leur donner de l'argent, en fait, elle achète les intrants agricoles pour eux. Elle leur achète leur production à la fin. Et l'idée, c'est de partager les bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient sur la plateforme, elle dit, voilà mon projet. Et donc, les gens, toi, Jamel, monsieur, madame lambda, peuvent contribuer à son projet. Donc, chacun, et c'est ça là, le financement par la foule. Donc, la foule, monsieur, madame, tout le monde, peut venir sur la plateforme. Certains vont mettre 1000 dirhams, d'autres 2000, d'autres 5000. On a même des gens qui ont donné 40 000 dirhams, qui viennent financer une partie du projet. On ramasse, grâce à la plateforme, cette somme. On la met à la disposition de Myriam. Myriam va acheter les intrants agricoles. Elle travaille avec les agriculteurs. Et in fine, quand elle a vendu la production, elle leur donne 50% des bénéfices. Donc, eux, ils sont gagnants. Ils ont leur terre qui a tourné, etc., garantie. Et elle partage les bénéfices entre elle et les financeurs qui l'ont financé. Et je trouve que ce type de projet, d'abord, ce type d'entrepreneurs, c'est la réalité de notre pays. Ils sont des dizaines, des centaines de milliers comme ça, et qui sont dans l'ombre. On ne les connaît pas, on ne les voit pas. Et ce sont des entrepreneurs qui réfléchissent à vraiment créer de la rupture sur la manière de faire. Mais ce qui est intéressant ici, c'est aussi l'impact qu'ils ont. Parce que là, on est en train de financer des agriculteurs qui ne sont pas finançables par le système classique. Et donc, en plus d'avoir de l'impact sur eux, on a de l'impact sur leur famille, parce que maintenant, ils ont des revenus pour pouvoir garantir la scolarité de leurs enfants. On a la possibilité de la garder chez eux, dans leur terre, parce que certains d'entre eux, comme ils n'y arrivent pas, ils vont louer la terre et puis ils vont immigrer en ville avec toutes les conséquences qu'on connaît par la suite, etc. Donc on vient créer de la rupture, on vient créer de la disruption dans le financement, mais avec un objectif d'impact. Et pour moi, ce type de projet, c'est la raison pour laquelle on a créé en fait la plateforme ACAN. C'est vraiment pour financer des gens qui ont des idées incroyables, avec lesquelles on va prendre des risques. C'est normal, il y a des risques, il peut ne pas pleuvoir, mais cette année, alhamdoulilah, on a de la pluie. Il peut y avoir d'autres types de risques, mais il y a moyen de les mitiguer. Et je pense qu'il y a un moment où même les gens qui ont... Parce qu'in fine, même les gens qui financent, il y a des gens qui disent, finalement, je vais donner 1000 dirhams, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Certains donnent 40 000 et ça ne change pas grand-chose à leur vie parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Dans certains cas, c'est de l'épargne qui dort, qui ne sert pas à grand-chose. Là, on la met à créer de la valeur. Donc, ça donne du sens. Et c'est ça qu'on a envie de dire aussi, donner envie à des entrepreneurs de dire oui, tu peux entreprendre, mais à des gens qui ont de l'argent, de dire tu peux contribuer. Alors justement, en reprenant tes mots, tu disais qu'il y avait des dizaines de milliers de jeunes comme ça qui seraient prêts à sortir de l'ombre. Comment on fait à travers ce dispositif pour faire émerger davantage d'initiatives
qui ont de l'impact, un impact social, économique, je dirais même culturel à certains égards. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est un grand sujet. Je n'ai pas nécessairement de réponse toute faite à ça. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que je vois des institutions publiques et privées, des fondations, qui commencent à avoir des programmes de plus en plus pour accompagner ce type d'entrepreneurs, pour les faire sortir de l'ombre. Je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas le sujet, mais il y a des institutions, même privées, avec qui on travaille, qui ont commencé depuis quelques années à se dire finalement, ça ne sert à rien à ce qu'on donne de l'argent à des associations ou à des jeunes, etc., parce que l'impact n'y est pas. Et donc, pour être plus efficace, on met en des vrais programmes d'accompagnement, d'incubation, de formation, etc., pour que même ces entrepreneurs, finalement, on ne soit pas que dans l'argent. Il faut aussi les former, leur donner les compétences et les comportements, les réflexes qu'il faut de l'entrepreneuriat. D'accord? Donc, on fait de l'entrepreneuriat social. On essaie d'avoir de l'innovation sociale et on essaie de scaler ça. Parce que je pense que c'est important. Les entrepreneurs n'ont pas besoin que d'argent. Parce que des fois, on leur donne de l'argent, ils vont le manger, ils vont le dépenser bêtement, etc. Donc, il y a besoin de ça. Et ce qu'on voit de plus en plus, et je pense que ces fondations, ces institutions publiques, on a fait plusieurs programmes de l'État, il y a vraiment besoin qu'il y ait un accompagnement de fond de ces entrepreneurs pour qu'ils aient les bons réflexes, pour les accompagner à ensuite être prêts pour lever de l'argent. Parce qu'une fois qu'ils sont prêts, même les financeurs leur feront beaucoup plus confiance à un moment donné pour qu'ils puissent mettre de l'argent. Donc il y a besoin peut-être d'institutionnaliser un peu plus ça, etc., et que l'argent ne soit pas quelque chose, la finalité, mais la vraie finalité, c'est la formation de ces entrepreneurs à toutes les échelles de mon point de vue, et le finance. Mais il y a aussi besoin que les gens qui ont un peu de moyens puissent se dire finalement, mon épargne peut être utile. Même à petite échelle. Il y a un projet, ça a du sens, je peux faire confiance, je peux mettre, ça peut être très symbolique, ça peut être, je peux mettre 500 dirhams, je peux mettre 1000 dirhams, etc. Mais c'est le colibri, c'est le fait que chacun mette un petit peu qui peut aider un projet à naître et à sortir de l'ombre et à avoir de l'impact. Donc il y a un peu les deux qu'il faut travailler. Tu peux nous rappeler le nom de la plateforme et qu'est-ce que cela veut dire Akan. Alors, Akan en latin, Akan en amazigh, ça veut dire la graine de l'arbre fruitier. C'est quelque chose qui nous parle à notre cœur et qui a beaucoup de sens dans notre pays. Super. Et finalement, quand on voit le concept, c'est que pour rappeler quand même, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que il y a ce financement donc collectif qui permet à un moment donné donc à un entrepreneur de pouvoir financer son projet et qu'à la fin, la répartition des bénéfices, elle va chez la cible, c'est-à-dire l'agriculteur en l'occurrence ici, la plateforme et bien évidemment celui qui a investi aussi. Oui, je pense que c'est un schéma win-win dans lequel tout le monde se retrouve. La plateforme se retrouve parce qu'à un moment donné, il faut se faire financer, c'est de l'investissement. L'entrepreneur qui apporte ça, le financeur se retrouve. L'agriculteur, dans cet exemple-là, se retrouve. En fait, il y a différents types de schémas. Et donc, tout le monde se retrouve Mais je pense qu'il y a une espèce de mindset win-win. Tu sais, on a ça dans notre culture, honnêtement. La culture de pouvoir aider. On le voit à travers... on donne le ska, elle existe, Ramadan, on donne Flaïd, etc. On a beaucoup de gens qui donnent aux associations. Donc le fait d'aider, regarde quand il y a eu le tremblement de terre, les gens se sont mobilisés, ils ont aidé de tous les moyens, etc. Donc on a ça dans notre culture, honnêtement. Maintenant, ce qui manquait, c'est peut-être un peu de
de structure à l'intérieur de ça, d'être capable de donner à quelqu'un que je ne connais pas et faire confiance. Et ce que la loi sur le crowdfunding a permis de faire, parce que je pense que c'est important de le dire, parce que finalement, des fois, les gens donnent, mais ils donnent à un tel parce qu'il doit se faire opérer, ils donnent à un tel parce que pour payer ses études, parce qu'on les connaît. Donc il y a de la, ou alors on donne à une association. Là, on est dans un schéma où on donne à travers une plateforme à quelqu'un qu'on ne connaît pas nécessairement. Et ce que la loi, elle est venue faire, parce que tout ça, c'est réglementé. Moi, j'ai un agrément de la Banque centrale pour pouvoir faire ça. Ce que la loi est venue faire, c'est qu'elle nous impose en tant que plateforme de faire le travail d'identification, d'accompagnement de projet, de s'assurer que ce n'est pas du blabla. Donc il y a des choses concrètes, telles que le projet recette. Et puis de l'autre côté, donner de l'assurance au financeur que son argent va vraiment là-dedans et qu'il va être dépensé correctement, il ne va pas aller ailleurs et tout. Donc cette espèce de suivi, de transparence, de lucidité, etc., c'est quelque chose de nouveau. Et qui a besoin de vraiment s'installer. C'est ça qu'on essaye de faire. C'est aussi de dire à quelqu'un, finalement, ton argent sert. Avec l'argent que tu donnes, avec les 500 dirhams ou les 1000 ou les 10 000, peu importe, en fait, ils vont avoir de l'impact. Il va servir à quelque chose. Il va servir à créer un emploi, il va servir à produire des pommes de terre, il va servir à payer les études d'un enfant, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui, finalement, voilà, c'est ça qui nous motive. On est presque dans une logique d'économie circulaire où ça fonctionne, quoi. Les uns pour les autres, et finalement, on optimise un peu toutes les opportunités et on donne la chance à chacun. Absolument. Il y a une vraie inclusivité dans cette affaire. Absolument, il y a une vraie inclusivité. Merci, Nasser. Et c'est ce qui nous, voilà, c'est ce qui nous motive. C'est ça, en fait, mettre la tech au service de l'humain et de l'impact. Le temps file. Donc, je vais te demander de tirer 3 questions que tu vas me redonner, que je vais te poser ensuite. OK. 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 Bien. Donc, je n'ai pas vu, ça va être une grande surprise. C'est la grande surprise des questions, effectivement. Alors, si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, que lui dirais-tu aujourd'hui? Je lui dirais... trouve du plaisir dans ce que tu fais et priorise de faire les choses dans lesquelles tu trouves du plaisir à le faire. L'idée même que, tu sais, on dit beaucoup, il faut travailler très dur, etc. J'ai plus envie de dire ça à un enfant. J'ai envie de lui dire en fait, on a le droit de travailler et d'avoir du plaisir et de trouver du plaisir. Tu as raison. Si tu pouvais poser les mots juste sur une blessure ou une peur que tu n'as jamais formulée, ce seraient lesquels ces mots? Je pense que la peur principale que je n'ai jamais, que j'ai du mal à formuler, c'est vraiment à chaque fois que je parle à quelqu'un, j'ai peur de dire des mots qui peuvent le blesser. Et je sais que je le fais, mais de manière pas intentionnelle. Et je pense que c'est vraiment... c'est quelque chose qui me trouble. Je dois garder ça en tête à chaque fois pour m'assurer que je ne vais pas blesser quelqu'un d'autre quand je vais lui parler. Quel a été ton plus grand doute et qu'as-tu choisi d'en faire? Je pense que le projet sur lequel on travaille, c'est probablement mon plus grand doute. C'est est-ce que c'est pas une folie dans laquelle je m'engage? Parce que tu sais, quand tu es salarié, très confortable, et là tu vis dans une espèce de confort dans lequel j'étais, choisir de lancer ce truc-là, c'était en même temps parce que je le voyais et je le sentais, donc il y avait beaucoup de doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Et à un moment donné, qu'est-ce que j'ai voulu en faire? Voilà ce qu'on en fait aujourd'hui. Une aventure humaine qui me laisse réveiller tous les jours et j'en dors pas. Très bien. Moi, j'ai le droit, bien sûr, à une question bien sûr. Gratuite. Hein.
Qu'est-ce que tu n'as jamais dit en public, mais que tu portes depuis longtemps en silence? Attention, c'est une question authentique, hein, donc réponse authentique. Euh, L'amour que je porte à ma femme. Hmm. Ben, elle a beaucoup de chance. Ouais. Je l'ai Merci. jamais dit en public. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Merci pour ce moment. C'est Nasser, essayé un peu de traverser un peu l'ère dans laquelle nous sommes rentrés à travers la technologie et d'essayer d'en extraire la chose la plus positive possible à travers le projet que tu as engagé à Cannes. Et l'exemple que tu donnes sur cette jeune entrepreneuse qui est magnifique, en espérant que ça donne plein d'idées d'abord à des jeunes pour se dire que c'est possible de le faire. Et bien évidemment à plein de jeunes ou moins jeunes financeurs pour faire en sorte que cette mayonnaise prenne. Voilà, donc merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. À très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt. Merci. Merci.